Très bien. Bon, mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir le général Véronique Battu, secrétaire générale de la Garde nationale. Merci. Mon général, je vous remercie de votre présence. Si la notion de garde nationale nous renvoie à la Révolution française et à de nombreux événements cruciaux de notre histoire au XIXe siècle, la structure dont vous avez la responsabilité est de création récente. C'est en effet en octobre 2016, après les terribles attentats qui ont frappé le territoire en 2015 et 2016, que le président de la République a souhaité mettre en place cette garde nationale qui fédère plusieurs réserves des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. L'objectif affiché est triple: accroître la participation des réserves au renforcement de la sécurité des Français, apporter une réponse concrète au désir d'engagement de la jeunesse et favoriser l'union nationale et l'esprit de résilience face aux menaces actuelles. Votre action est donc au cœur du sujet de notre mission d'information et nous serons heureux de vous entendre sur les perspectives qu'ouvre la garde nationale, tant sur le plan opérationnel que sur le plan symbolique. Je vous propose, mon général, de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et ensuite nous poursuivrons nos échanges sous la forme de questions et de réponses. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. C'est à la fois un honneur et un plaisir de venir évoquer dans cette enceinte les enjeux en matière de réserve et de réserve opérationnelle, notamment au regard de la résilience nationale. Et je vous remercie de cette opportunité. Je crois qu'il est particulièrement utile de présenter aussi largement que possible l'organisation de la garde nationale et d'expliquer l'engagement des réserves opérationnelles, la compréhension globale des différentes dimensions de cet engagement, ainsi que les politiques qui sont menées à cet effet est en effet absolument nécessaire pour appréhender la contribution des réserves et des réservistes à la résilience nationale. Alors vous avez déjà présenté l'historique, mais permettez-moi de revenir un petit peu avant. À la fin des années 90, c'est la suspension du service national et c'est aussi la professionnalisation des armées. En découle, au début des années 2000, une grande rénovation pour les réserves. À la réserve de masse, qui était constituée de 3 millions de réservistes, des anciens appelés, du contingent âgé de moins de 35 ans, vient se substituer une réserve d'emploi. Le but de cette réserve d'emploi est de renforcer en permanence les capacités des forces armées, dont elle est une composante, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au lien armée-nation. Et à cette époque apparaissent la réserve citoyenne, qui est faite de bénévoles volontaires, agréés pour une expertise particulière ou pour des actions de rayonnement, et la réserve opérationnelle, ou plus exactement, les réserves opérationnelles d'emploi de chacune des armées direction-service et de la gendarmerie nationale. Et cette réserve opérationnelle fait partie intégrante du format d'armée. L'efficacité de leur emploi repose sur une connaissance fine des besoins, des compétences et une planification de l'activité. Elles sont employées au quotidien ou sur la base du volontariat, bien sûr, ou sous l'effet de rappel obligatoire. La réserve opérationnelle de niveau 1 et la réserve opérationnelle de niveau 2, la réserve opérationnelle de niveau 2 étant constituée par ces anciens militaires qui sont à la retraite et qui peuvent être rappelables dans un délai de 5 ans. Donc cette RO1 et cette RO2 constituent la réserve stratégique des forces armées. Avec les attentats terroristes de 2015 et de 2016, une nouvelle visibilité va apparaître sur ces réserves opérationnelles et voir ainsi l'émergence d'un concept de garde nationale. Parce qu'au-delà des réserves opérationnelles des forces armées, vient aussi apparaître dans le spectre les réservistes de la police nationale. Et le concept de garde nationale apparaît à ce niveau-là en intégrant les réserves de la police nationale. Face au désir d'engagement, vous l'avez rappelé, de nos concitoyens et à la nécessité aussi de renforcer les forces actives, le recours à la réserve apparaît comme une réponse appropriée. Il est alors décidé que les réserves en armes, seules à même de faire face à une menace armée, constitueront la garde nationale. Donc, par rapport au début de l'apparition des réserves opérationnelles, qui étaient dans le cadre du ministère de la Défense de l'époque et qui touchaient aux réserves militaires,
des forces armées, on intègre la réserve civile de la police nationale. Alors, la garde nationale, elle s'appuie sur 2 piliers. Aujourd'hui, le pilier du ministère des forces de réserve du ministère des Armées et des réserves du ministère de l'Intérieur. Elle est constituée de volontaires qui servent sous contrat d'engagement. La garde nationale, ce sont les réserves opérationnelles de niveau 1 de l'ensemble de ses composantes. Elle est placée sous l'autorité conjointe du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Elle dispose d'un comité directeur, d'un conseil consultatif et d'un secrétariat général. Et elle répond aux 3 axes fondateurs que vous avez évoqués, le besoin de plus de militaires et de plus de personnel dans les composantes de la garde nationale, la réponse à l'élan citoyen et la participation au renforcement de la cohésion nationale et de la résilience nationale. Alors, le modèle de la garde nationale, c'est un modèle pluriel, puisque c'est 10 composantes, les armées, direction, service, la gendarmerie nationale et la police nationale, mais c'est quand même un modèle uni à la fois. Et alors, il se fonde sur 2 principes. Le principe d'intégration du réserviste à sa force d'emploi. Le réserviste est un complément régulier de chaque force. C'est l'esprit de l'article 1 du décret de la garde nationale. Il a la qualité de militaire pour toutes ses activités. Alors, pour la police nationale, il a aujourd'hui la qualité de collaborateur du service public. Mais pour toutes les autres composantes, c'est un militaire quand il sert, quand il est appelé et qui sert. Il reçoit une formation adaptée. Il fait les mêmes missions que ses camarades professionnels. Exception faite pour le maintien de l'ordre dans la gendarmerie nationale, mais ce sont de très très rares exceptions. Et chaque force armée et force de sécurité intérieure définit les modalités d'engagement de ses réservistes. Globalement, soit ils sont en unité constituée, soit ils sont en ce qu'on appelle en complément individuel, c'est-à-dire qu'ils viennent s'intégrer dans des unités d'actifs. Pour la police nationale, les réservistes qui constituent la réserve de la garde nationale du côté de la police nationale, ce sont majoritairement des anciens policiers. Alors à ce principe d'intégration, donc pour une efficacité opérationnelle, être au plus proche du domaine d'emploi et donc des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale, apparaît le principe de subsidiarité des compétences, où là, le SGGN travaille, et là c'est le SGGN qui entre en compte avec le CODIR, le comité directeur, travaille sur les aspects qui sont communs, plutôt sur l'état de réserviste. On va dire les choses comme ça. Le statut de réserviste, c'est un statut particulier, mais sur cette spécificité de cette double citoyenneté, un citoyen engagé qui, par ailleurs, a une vie sociale, une vie professionnelle en dehors des forces armées. Donc le SGGN travaille sur ces aspects liés au statut. Ils sont, de manière schématique, au nombre de 3. Hein. La conciliation avec l'activité professionnelle, c'est le volet partenarial. La reconnaissance, la valorisation et les aspects statutaires, c'est le volet attractivité. Et la connaissance de la spécificité de l'engagement citoyen volontaire opérationnel, là, c'est le volet notoriété. Les forces armées et de sécurité intérieure, quant à elles, restent les seules entités organiques auxquelles sont rattachés chacun des réservistes. Et elles conservent leurs responsabilités depuis le recrutement, la formation, la gestion, la préparation opérationnelle, l'emploi opérationnel, jusqu'à l'engagement. La garde nationale, dans son ensemble, dans son concept, porte donc cette forme spécifique d'engagement volontaire citoyen. Finalité opérationnelle, au plus près des opérationnels, pour une efficacité opérationnelle, et appréhension des questions générales au niveau du secrétariat général. Voilà. Donc, une diversité au regard des personnels, oui, mais quand même une certaine homogénéité au regard de la double citoyenneté et des statuts, si je pouvais résumer ainsi les choses. Donc, le focus sur les actions du secrétariat général, je les développerai si vous voulez, mais la politique partenariale, en fait, elle a 2 volets. Elle a le volet de la politique conventionnelle, c'est-à-dire d'aller démarcher auprès des
des employeurs civils pour convenir de conventions qui permettent des conditions plus favorables d'emploi pour ce citoyen qui est réserviste. Et puis il y a une politique d'incitation, ce sont une série de mesures qui visent à compenser les incidences de l'absence des collaborateurs réservistes pour faciliter l'engagement du réserviste. Alors ça peut être des réductions d'impôts sur les sociétés, des réductions de l'obligation de participer financièrement à la formation professionnelle et la valorisation au titre de la RSE. Ça, ce sont des sujets de fond que traite le secrétariat général de la Garde nationale. Cette politique partenariale concourt aussi à la diffusion de l'esprit de défense et concourt au lien armée-nation, parce qu'en impliquant les employeurs, on implique encore plus l'environnement autour du réserviste, qui est un citoyen civil dans la plupart des heures de sa journée, et donc une diffusion de l'esprit de défense à travers la politique partenariale. Côté attractivité, là aussi, 2 volets. En volet reconnaissance et accompagnement financier notamment auprès des étudiants et auprès des auprès de ce qu'on appelle les ab initio, c'est-à-dire ces gens qui n'ont jamais connu le métier des armes, mais qui s'engagent dans la réserve. Le volet reconnaissance, c'est tout ce qui tourne autour de la reconnaissance en termes de médailles, qui est aussi un axe fort d'effort, parce que les réservistes ont besoin de reconnaissance. Et puis, l'attractivité, c'est aussi un deuxième volet, c'est la valorisation des compétences. La valorisation des compétences pour l'étudiant, qui va pouvoir faire valoriser ses jours de réserve dans son cursus universitaire ou dans son cursus scolaire. C'est aussi, on travaille sur un futur passeport de compétences qui permettra aussi de valoriser auprès de l'employeur civil tout l'acquis, le savoir-être et le savoir-faire du réserviste, notamment lorsque celui-ci est en recherche d'emploi. Et enfin, on est sur le développement de la notoriété, comme je vous l'ai dit, ça c'est pour faire connaître et faire reconnaître. Faire connaître la Garde nationale, parce que la Garde nationale a aujourd'hui 5 ans, juste 5 ans, et je m'aperçois tous les jours que le concept est peut-être des fois un peu compliqué à comprendre, d'autant plus qu'il peut appeler à d'autres types de concepts de Garde nationale. Donc ce concept n'est pas si compliqué que ça, efficacité opérationnelle, les réservistes dans les composantes, et puis sur tout ce qui est généralité et état du réserviste, spécificité d'état du réserviste, le secrétariat général est là pour accompagner. Donc développement de la notoriété, faire connaître, reconnaître, informer aussi énormément en faveur de nos partenaires, et quand je dis nos partenaires, ce sont ces employeurs civils qui s'engagent auprès de leurs réservistes pour leur faciliter leurs conditions d'engagement. Et puis, bien évidemment, faire bénéficier le réserviste d'un environnement socio-professionnel plus favorable. C'est-à-dire qu'étant mieux connu, il est mieux reconnu et mieux accepté. Donc voilà, de manière un peu plus précise, les actions générales du secrétariat de la Garde nationale. Alors maintenant, venons-en à la réserve. La réserve, composante intégrée de chacune des forces. Alors, l'objectif initial fixé lors de la création de la Garde nationale, c'était lequel ou c'était plutôt lesquels ? 85 000 réservistes. 85 000 réservistes, 40 000 pour le ministère des Armées, 40 000 pour le ministère de l'Intérieur et 5 000 pour 40 000, excusez-moi, pour la gendarmerie nationale et 5 000 pour la police nationale. À cela, on visait 9 250 réservistes employés quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours de l'année, quelles que soient les opérations, et quel que soit le rythme des opérations. 4 000 pour le ministère des Armées, 4 000 pour la gendarmerie nationale et 1 250 pour la police nationale. Et puis, aussi, a été fixé un chiffre objectif de 36,5 jours, donc on va dire 36 jours, par réserviste par an. Alors, pour le ministère des Armées, les objectifs de 2016 ont été atteints depuis 2019. Du côté du ministère de l'Intérieur et concernant la gendarmerie, l'objectif initial n'est pas encore atteint.
Et pour la police nationale, l'objectif est atteint et plus atteint. Je peux rentrer dans les détails des chiffres tout de suite, si vous voulez. Sinon, on le fera dans une deuxième... C'est comme vous voulez. Oui, parce que ça... Ouais. Alors, bien évidemment, le budget est un facteur clé de succès dans l'atteinte de ces objectifs. Et au niveau du ministère des Armées, la loi de programmation 2019-2025 a sanctuarisé le budget pour atteindre ces objectifs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est deux choses. Pour l'employabilité du réserviste, il faut effectivement un budget, il faut un emploi opérationnel dans les forces armées et il faut de la disponibilité que l'on fait par les conventions partenariales. Deuxièmement, le modèle de la garde nationale avec ses objectifs, il peut être atteint. Il fonctionne. Alors, le dispositif de la loi de programmation militaire sur plusieurs années n'existe pas aujourd'hui au niveau du ministère de l'Intérieur. Et la non-atteinte des objectifs de la gendarmerie nationale découle du fait que le budget nécessaire pour atteindre les objectifs n'a pas été mis en place. Avec le budget consenti par la gendarmerie nationale sur sa réserve, il faut ajouter une chose, c'est que la gendarmerie n'a pas atteint ses objectifs en nombre, mais essaie quand même d'utiliser un nombre de réservistes qu'elle a décidé minimal, avec une durée d'emploi pour le réserviste par an importante. Ce que je veux dire par là, c'est que le budget, ce n'est pas simplement une masse. Il faut quand même avoir un équilibre un peu plus précis de ce que l'on veut. Si on veut beaucoup de réservistes très peu employés, ou un peu moins de réservistes, un peu plus employés. Mais on sait très bien que la disponibilité est une variable, mais la satisfaction d'être employé par le réserviste est aussi une variable, et c'est un critère de fidélisation. Voilà. Quand on parle de réserve, il est vrai qu'on dit qu'il y a des déserts militaires. Alors, au niveau de la réserve, ou en tout cas de la présence des forces armées, c'est exact. En revanche, quand on regarde l'accroche territoriale des réservistes, il y a des réservistes dans tous les départements. Et pas simplement des réservistes de la gendarmerie nationale ou des réservistes de la police nationale. Il y a des réservistes dans tous les départements. Alors, 77 000 réservistes aujourd'hui, hein, c'est le chiffre de la garde nationale. 77 000 réservistes par rapport à 67 millions de Français, on peut dire qu'il y en a 1 pour 1000. Alors effectivement, il y a des départements où on est en dessous de cette moyenne-là, et puis il y a des régions où on est au-dessus. Et ce n'est pas nécessairement toujours lié au fait qu'il y a des institutions militaires ou de la gendarmerie ou de la police présentes sur le département. Mais il y a quand même un fort lien. Donc la réserve aujourd'hui, la réserve opérationnelle de niveau 1, qui constitue les réserves qui constituent la garde nationale, c'est une réponse efficace et indispensable au fonctionnement des forces armées. Les chefs d'état-major, les directeurs généraux s'accordent sur ce fait. Aujourd'hui, les armées, la gendarmerie nationale ou la police nationale ne peuvent pas faire leur mission sans leurs réservistes. Aujourd'hui, c'est plus de 6 000 réservistes employés quotidiennement. Et la réserve, c'est aussi une réponse efficace au fonctionnement des forces armées et des forces de sécurité intérieure par sa plastique, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que c'est un emploi souple. La particularité des réserves par rapport aux effectifs repose sur un pilotage d'activité du T2, c'est-à-dire qu'on paie le réserviste, on rémunère le réserviste au jour d'activité. Donc il y a une certaine souplesse dans l'emploi. Il y a une souplesse aussi dans un emploi complémentaire. Effectivement, la fréquence de l'engagement du réserviste ne peut pas, ou en tout cas n'incite pas à un équivalent temps plein. Et dans certaines fonctions, et dans beaucoup de fonctions, les armées, la gendarmerie nationale et la police nationale ont besoin de renforts qui soient ponctuels, en tout cas qui ne soient pas permanents. Donc les réservistes ne sont pas employés de manière permanente sur des postes. Et puis, c'est vraiment une force de régénération pour les
armées professionnelles, pour la gendarmerie et la police, pour toutes les forces armées de sécurité qui sont professionnelles, une régénération et un renfort en période creuse. Quand j'appelle période creuse, ça peut être pour les retours de mission, ça peut être pour le service, ça peut être pour le week-end, ça peut être pendant les congés. Voilà. C'est aussi une ressource mobilisable en cas de crise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une doctrine d'appel ou de rappel des réservistes. En temps normal, le réserviste n'est convoqué que s'il est volontaire. Et donc, pour qu'il y ait une activité professionnelle, il faut qu'il y ait une disponibilité de ce volontaire, mais aussi un besoin opérationnel. Et puis, en fonction des niveaux d'alerte, c'est-à-dire de la nature, de l'intensité, de l'ampleur de la crise ou de sa durée présumée, ce volontariat va passer à un volontariat intermédiaire où on va mettre en place des clauses de réactivité, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que le réserviste vienne plus vite que ce que prévoit la loi en temps normal. On peut passer à un volontariat renforcé, où là, on va opposer des mesures de rappel aux employeurs. Et puis ensuite, on va arriver à une obligation de disponibilité, où là, l'aéro 1, c'est-à-dire les réserves qui constituent la garde nationale, vont entrer en jeu, et aussi l'aéro 2, c'est-à-dire ces anciens professionnels qui sont à la retraite. Là aussi, il y a un crescendo. On va parler de réserve de sécurité nationale, puis de mise en garde, puis de mobilisation. En revanche, l'emploi de ces réservistes, quels que soient ces stades et ces niveaux d'alerte, sera toujours le même. Ce sera celui des forces armées et des forces de sécurité, dans un cadre interministériel ou dans un cadre de concours, avec la règle des 4I, pour les armées en tout cas, de sollicitation des réserves, je l'ai dit, dans la réserve de sécurité nationale, d'engagement des armées dans le cadre de la défense militaire du territoire. Alors, il y a 2 facteurs clés de succès, c'est de connaître sa RH quand on la rappelle, et puis, face à un rappel massif, d'être en mesure d'assurer le soutien, c'est-à-dire contrôler, accueillir, équiper, voire former. Sur le focus sur la RO2 aussi, c'est une difficulté de la part de toutes les forces qui sont sur ce principe-là, donc des forces armées, de rappeler des gens qui sont partis de l'institution depuis plus de 5 ans. Donc ils focalisent plus sur le créneau des 2 ans, dans un premier temps, parce que le vivier est encore ciblé et les coordonnées sont encore à jour. La VMP, c'est-à-dire la visite médicale, est encore à jour. Voilà pour une description rapide de la mobilisation de nos réserves. Et aujourd'hui, la réserve, si on commence à regarder l'avenir, c'est une composante pleine et entière qui va être réaffirmée, ou qui en tout cas se réaffirme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va continuer d'encadrer la montée en puissance de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Alors, je vous ai dit qu'en 2016, l'objectif de la gendarmerie nationale, c'était d'atteindre 40 000 réservistes. À l'heure actuelle, on parle de 50 000 réservistes à l'horizon 2027. Pour la police nationale, l'évolution est un peu plus forte parce que la police nationale a pour projet de changer son modèle de réserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des anciens policiers. Demain, ils adoptent le modèle des armées et de la gendarmerie, c'est-à-dire un modèle global, où les citoyens qui n'ont jamais exercer ce métier pourront rentrer dans la police. Et ils affichent un objectif de 30 000 à l'horizon 2030. Donc il y a toute cette continuation en fait, de la montée en puissance de la garde nationale à faire. Et puis, vous n'êtes pas sans le savoir, avec l'actualisation stratégique 2021 du côté du ministère des Armées, et puis la vision stratégique que le SEMA vient de présenter, on parle aujourd'hui d'une réserve renforcée, massive, plus autonome et mieux territorialisée, qui doit être apte à couvrir, si nécessaire, le contrat opérationnel du territoire national et à s'engager au-delà de la fonction protection. Ces scénarios sont en cours d'élaboration et bien évidemment, il faudra là s'armer
pour pouvoir répondre au scénario d'engagement en cas d'un conflit de haute intensité. Donc, voilà pour la partie emploi et la partie projection de l'emploi. Alors, le réserviste est une véritable composante, si j'ose dire, dans le verbe élément, un élément de l'efficacité opérationnelle et de l'emploi des forces. Mais le réserviste, par sa double citoyenneté, est aussi porteur de son engagement dans le monde civil. Et là, il y a des vrais facteurs de résilience, en fait, qui apparaissent. Bien sûr, dans la composante, il y a des facteurs de résilience, puisque, en fait, les forces armées de sécurité sont un pilier de résilience et que le réserviste, en étant intégré, non seulement fait partie de la résilience, mais en plus donne de la résilience aux forces armées. Sur la partie porteur, double citoyenneté et porteur de son engagement, on est plus sur une notion de vecteur. Alors vecteur, pourquoi? Parce que comme il travaille au sein des forces armées et de sécurité intérieure, quand il va aller à l'extérieur, c'est un vecteur de diffusion. Ça va être un vecteur de diffusion de l'action des forces armées, ça va être un vecteur de compréhension de l'action des forces armées, et ça va être un vecteur d'adhésion, ça va être un vecteur d'acculturation au risque auquel sont confrontées la population nationale quand on est dans un problème de défense nationale, et pour lesquels les forces armées et les forces de sécurité intérieure s'exercent. Donc un véritable vecteur, en fait, de ce qu'il a, de son savoir-être et de son savoir-faire acquis au sein des forces armées de sécurité intérieure. Mais c'est au-delà de ça. Et c'est au-delà de ça qu'il faut valoriser, et c'est vraiment ce sur quoi le secrétariat général, depuis qu'on a défini un certain nombre d'axes stratégiques, travaille. C'est ce vecteur de résilience, en fait, il a acquis des mécanismes, il a acquis une formation, il a acquis de l'expérience, il a été préparé à agir, il a pu agir en période de crise, et il pourra retranscrire ses savoir-faire et ses savoir-être. Ça ne se mesure pas. Ça ne se mesure pas de manière quantitative. En revanche, on sait que le comportement est un comportement qui va changer, et qui peut changer, et quand ce réserviste, ou en tout cas quand ce citoyen réserviste, et dans son milieu civil, ça peut aussi diffuser. Alors, ce n'est pas un acte premier, ce n'est pas une action immédiate, mais c'est vraiment une action à long terme qui est de soutenabilité très forte. Et puis, il va s'appuyer, et ça, c'est aussi quelque chose de très important, sur son sens de l'engagement. C'est un moteur. Et donc, quand il sera choqué, pour une raison ou pour une autre, et là, je ne parle pas lorsqu'il est en emploi dans les forces armées, il va passer outre le stade de la sidération, et il va pouvoir mobiliser ou se mobiliser au sein de son environnement civil, professionnel ou autre, quelle que soit la nature de la crise. Il a donc valeur d'exemple, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons énormément sur la conciliation de la vie militaire et de la vie civile, pour pouvoir justement avoir cette double citoyenneté plus facile, et sur le rayonnement. Donc soutenir ce maillon fort qu'est le réserviste, du lien armée-nation et bientôt du lien police-population, soutenir cet élément qui participe à l'acceptabilité de nos concitoyens face à l'intervention des forces armées ou à l'emploi de la force, ça c'est un prérequis indispensable à la cohésion nationale et à la résilience. Et ce n'est pas immédiat, mais c'est un bénéfice. Et donc c'est un véritable investissement de tout le monde. Voilà, donc je répète, mais il y a deux enjeux qui ressortent autour de cette double citoyenneté. C'est bien la conciliation et donc toute la politique partenariale que porte le SGGN, et puis le rayonnement. Et le rayonnement, c'est aussi aider ce citoyen engagé en fait, à pouvoir rayonner son engagement, c'est-à-dire à pouvoir en parler, à pouvoir être valeur d'exemple, à pouvoir susciter des vocations autour de lui. Et donc ça, c'est une partie que nous sommes en train de mettre en place. Bien évidemment, le réserviste doit être volontaire pour pouvoir parler de son engagement, mais certains ne se sentent pas de le faire, mais beaucoup se sentent de le faire. Alors, un petit focus rapide sur le rétex des différentes crises
notamment celle du Covid. Alors, c'est mon point de vue sur des domaines qui touchent au secrétariat général de la Garde nationale, mais j'ai essayé d'être un peu plus vaste quand même. En revanche, je vous dirai quand c'est au-delà de mes responsabilités. Alors, au sein du secrétariat général de la Garde nationale, on a qu'un rétexte de 5 ans, mais ce que l'on sait et ce que l'on voit, c'est qu'à chaque choc que subit la nation, il y a un élan de la population à vouloir apporter son concours dans tous les domaines. Il y a aussi une action volontaire et spontanée de certains employeurs. Alors, je dis certains parce que je ne peux pas donner de statistiques, mais ils viennent frapper spontanément à la porte pour s'engager à soutenir leurs réservistes à travers des conventions ou pour donner plus, parce qu'ils sont déjà engagés. Le rétexte qu'on a eu sur la crise Covid, où une partie des réservistes, surtout pendant le premier confinement, n'a pas été utilisé, mais nos réservistes non appelés, pendant le confinement Covid, ils sont allés prêter assistance, notamment à la AHPH, merci. Et on retrouve ce double, ce triple, enfin, ce multiple engagement chez beaucoup de nos réservistes qui sont par ailleurs, font partie de la protection civile ou sont aussi pompiers volontaires. En revanche, pendant la crise du Covid, un certain nombre de nos réservistes sont allés aider dans les créneaux finalement sanitaires où les spécialistes étant totalement pris, il y avait besoin d'un certain soutien. Donc, on sent bien qu'autour de l'engagement, il y a des viviers qui ont des vases communicants et qui peuvent être là et être mis en rapport pour pouvoir se prêter assistance. On sait aussi que face à un choc, il faut donner une communication à destination du réserviste précise, parce que le réserviste est prêt à être engagé, à s'engager, et il doit pouvoir s'organiser. Il faut aussi que les outils de rappel soient connus de tous, pour qu'on ne crée pas des situations anxiogènes où on commence à parler de mobilisation, de rappel, alors que ça ne se fait pas parce que finalement, les outils pour gérer la crise montrent qu'il n'y a pas besoin de passer à un stade supérieur de rappel en masse. Et puis, on est à peu près sûr aujourd'hui, et là, ça, c'est plus du rétexte, c'est vraiment la vision, que pour être présent face à un gros choc, on aurait besoin d'une demande massive de la part des employeurs institutionnels. Il faut pouvoir capter et absorber rapidement la ressource et identifier très rapidement la compétence spécifique nécessaire. En fait, il faut une meilleure agilité dans la sollicitation des viviers de volontaires en fonction de la nature de la crise et des transferts d'engagement. Il faut avoir une vision aussi de cette capacité-là. Alors, ce qu'on fait et ce qu'on va faire au niveau du secrétariat général à l'aune de ce rétexte, c'est vraiment de rapidement pouvoir diffuser au plus proche, capter au plus tôt et communiquer au plus juste. Alors derrière ces mots, vous allez me dire, c'est des slogans. Non, il y a une véritable action pragmatique qui se met en place. C'est de pouvoir anticiper un élan et un besoin massif d'engagement. Et là, on entretient et on va continuer une collaboration avec la plateforme jevaider.fr parce que le but, ça va être, si on était dans une montée en puissance rapide, de pouvoir capter tout cet élan citoyen et de pouvoir identifier très rapidement les postes où il y aurait besoin de plus de masse. Dans un premier temps, au niveau du paysage national, et ensuite, derrière, bien sûr, les armées, la gendarmerie nationale et la police nationale sont là pour recruter, et c'est pour faire une zone tampon, pour ne pas perdre, et surtout pour répondre à cet élan national. Et puis la deuxième partie, je vous l'ai déjà dit, c'est d'aider les réservistes dans son rôle d'ambassadeur
en élaborant pour lui des éléments de langage communs, en valorisant les moteurs de la garde nationale que nous avons définis avec des réservistes tout au long de cette année, de l'année dernière, et travailler sur les effets de réseau, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont vraiment investis du soutien et du service envers l'autre, mais que ça a valeur d'exemple, et que ceux qui n'osent pas, lorsqu'ils voient effectivement qu'ils sont directement en contact avec des gens qui ont osé le faire, ensuite sont incités à le faire. Voilà, je ne vous parlerai pas non plus de diffuser l'esprit de défense, ce qui favorise la résilience, mais il y a une notion que je n'ai pas non plus développée, c'est soutenir l'acceptabilité de nos concitoyens. Mais là, ce sont vraiment des notions qui sont permanentes, et je pense qu'elles sont au-delà même de l'engagement armé que porte la garde nationale. J'espère que j'ai été suffisamment concise. Merci, Général. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. C'est très, très intéressant. Il y a simplement quelques questions pour moi, juste pour les chiffres, parce que je n'ai pas eu le temps de tout bien noter. Je ne les connais pas par cœur. Non, mais je peux le comprendre. Pas... Surtout qui changent. Alors, au niveau des armées, je vous ai dit que l'objectif, c'était 40 000. En 2020, on était à 41 000. Alors ça s'explique parce qu'en 2020, le service de santé des armées a recruté pour la crise Covid aussi. Concernant la gendarmerie nationale, l'objectif de 40 000, l'objectif 2007 de 40 000, aujourd'hui, les gendarmes sont à 28 700. On vous fera passer tous les chiffres, qui sont de toute façon dans le rapport d'évaluation. Les policiers, dont le chiffre objectif était de 5 000, sont à 6 700, enfin 6 800 presque. Voilà. Après, je peux vous donner le détail au niveau des armées. Dans l'armée de terre, en 2020, il y avait 25 800 réservistes. Dans la marine et dans l'armée de l'air, autour de 5 400. Et le reste, dans chacune des directions et des services du ministère des Armées. Alors, la physionomie quand même de nos réservistes, parce que c'est quand même très important d'en parler. Un tiers de nos réservistes a moins de 30 ans. La moitié a moins de 40 ans. 2 tiers a moins de 50 ans. Et le dernier tiers a plus de 50 ans. Il y a la moitié de nos réservistes qui sont des doubles citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont un métier dans le civil, ce sont des actifs. 14% d'étudiants en 2020, en 2019, ils étaient 17%. L'année 2020 est une année très particulière parce que le Covid a quand même perturbé, surtout au début, le fonctionnement des réserves, et donc il y a eu quelques fluctuations. Donc 14% d'étudiants, 17% de retraités, ce qui est plus important que la représentation des retraités au niveau national. 14% d'étudiants, c'est plus que le nombre d'étudiants en France, qui est de 11%. En termes d'actifs, on est au-dessous de la moyenne nationale. Il y a 3% de chômeurs parmi nos réservistes, et puis 20% qui ne renseignent jamais. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont. Il y a, en termes de féminisation, un réserviste sur 5 qui est une femme, c'est-à-dire aux alentours de 20%. C'est le chiffre que l'on retrouve aussi, le taux de féminisation dans les armées. Mais il y a plus de jeunes réservistes féminines, aux alentours de 30%. Voilà, elles sont plus nombreuses en début, par leur jeunesse, puis après, bon, ça peut se comprendre que la conciliation de la vie professionnelle, la vie privée, la vie de mère, fasse qu'elles ne sont pas toujours présentes. Quoi vous dire de plus ? En 2019, c'était vraiment une année, alors pour les armées, je vais parler des armées, c'était une année très modèle, puisque même plus que modèle, il y a une suractivité, puisque
Je vous ai parlé de 36 jours en moyenne par réserviste. En 2019, les armées étaient à 39 jours. En 2020, elles sont tombées à 32. Alors ça s'explique pour deux choses. C'est parce que le nombre de réservistes a augmenté et qu'à côté de ça, il y a une partie de la préparation opérationnelle des forces qui ne s'est pas fait pendant le premier confinement et qui n'a pas été rattrapée. En revanche, les forces ont vraiment été engagées au fur et à mesure des mois qui ont découlé en 2020. Alors moi, je peux y revenir mois par mois, si vous voulez, et je peux revenir... C'est intéressant comme chiffre, ce que vous me donnez. C'est quand même un engagement conséquent. Enfin, c'est plus d'un mois dans l'année pour les personnes qui sont... Alors, c'est plus d'un mois dans l'année. Alors, je suis désolée, on va vraiment tomber dans les chiffres. Mais il faut avoir conscience de plusieurs facteurs. La loi, c'est ou 5 ou 8 jours. C'est plutôt 8 jours, 5 pour les petites entreprises. Ça, c'est non négociable. Et ensuite, il y a ces conventions avec ces employeurs qui s'engagent. Et ça, il faut vraiment les mettre à l'honneur. Parce qu'en moyenne, nos partenaires, et ce n'est pas tous les employeurs, hein, c'est vraiment ceux qui veulent, c'est un acte de volontariat, en moyenne, on est à 19 jours. Les employeurs donnent 19 jours. Et donc, par rapport à ces 39 ou à ces 32 jours, le reste, c'est le réserviste qui le prend sur lui. Après, c'est une moyenne. Hein. Il y a des réservistes qui sont plus engagés, des réservistes qui sont moins engagés. Moi, je rencontre des réservistes qui font des OPEX. Quand ils font des OPEX, c'est vraiment une entente avec l'employeur. Mais là, c'est des congés sans solde. Ce sont des congés sans solde. Alors, bien évidemment, l'employeur ne s'engage pas qu'à donner plus de jours. Il s'engage à maintenir le salaire aussi, partiellement ou pas. Et ça, c'est très important. Donc voilà pour les jours et pour le nombre de jours. Donc il faut vraiment une disponibilité du réserviste dans le cadre actuel. Très bien, merci. Juste, alors c'est le dernier chiffre que je souhaiterais avoir obtenu. C'est vraiment le dernier. La durée d'engagement d'un réserviste, elle est sur combien d'années à peu près en moyenne? Peut-être que ça dépend, si c'est un homme, une femme, si c'est un jeune ou une personne. Mais comme ça. Moi, je ne suis pas arrivée à faire parler les chiffres jusqu'à présent. Il faudra, je pense, encore quelques années de garde nationale pour pouvoir regarder ce vivier et pouvoir en sortir des tendances. Le premier engagement, c'est 5 ans. C'est entre 3 et 5 ans. Il y en a des qui ne reviennent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment employés, mais ne sont pas nombreux. Il y a ceux de la garde nationale qui partent parce qu'en fait, c'est des anciens militaires ou des anciens policiers. Et alors, eux, ils partent parce qu'ils ont atteint la limite d'âge. Donc, il y a un flux qui est assez important d'entrée et de sortie. Mais on ne sait pas si c'est par raison de ne pas vouloir ou pas. Je m'explique. Un jeune qui s'engage dans la réserve, qui a 25 ans, à un moment donné, il va être obligé de continuer sa vie active. Et là, peut-être qu'il n'aura plus l'occasion, tout dépend des conditions dans lesquelles il travaille, il n'aura pas l'occasion de renouveler un contrat pour en faire suffisamment. Après, il y a ceux qui partent parce qu'ils ne sont pas suffisamment employés. Et ça, la gendarmerie l'a très bien compris. C'est pour ça qu'elle n'a pas augmenté son nombre de volontaires, mais qu'elle a augmenté le nombre de jours employés pour ceux qui restent. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Général, pour cette intervention et cette présentation de la garde nationale. Alors, de mon côté, j'ai déjà eu l'occasion de faire un rapport sur les réserves militaires, qui se focalisait plutôt sur les réserves, j'allais dire, dans le quotidien des armées, et des améliorations sont en cours. Mais il y a encore quand même beaucoup à dire sur des améliorations qui sont notables. Vous parliez des flux de sortie qui sont parfois liés aux évolutions personnelles, mais il y a aussi, fin d'année en cours, là, des réservistes à qui on dit qu'ils ne seront pas payés cette année, mais l'année prochaine, parce que les budgets sont épuisés. Donc quand vous êtes un jeune et que vous faites une activité et qu'on vous dit qu'il va falloir attendre plusieurs mois avant d'être payé parce que le budget ne l'a pas prévu, ça peut être une source de démotivation. Et voilà, malgré toutes les améliorations qu'il y a eu, il y a quand même dans les conditions d'emploi du réserviste encore de nombreux points d'amélioration. Deuxième point, ces réserves sont devenues indispensables dès le temps de paix, ce qu'on peut interpréter de deux manières. On peut s'en satisfaire, puisque ça veut dire qu'il y a une bonne intégration, que les réservistes font le job et qu'ils sont employés.
On peut aussi s'en inquiéter parce que si les réserves sont utilisées dès le temps de paix, de quelle masse supplémentaire disposera-t-on en cas de coup dur? On sait qu'on est aujourd'hui dans un contexte depuis une trentaine d'années où il y a eu un choix depuis la fin de la guerre froide d'une armée moins nombreuse et mieux équipée. La force opérationnelle terrestre aujourd'hui, elle tient dans le Stade de France, je disais souvent en tant que rapporteur du budget de l'armée de terre. Et même si la LPM engage une remontée en puissance importante, ça ne change pas non plus totalement les équilibres. Vous citiez le chiffre de 3 millions de réservistes. On peut dire que ce chiffre a été divisé par quasiment 50 aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été intériorisé dans les esprits de tout le monde, et beaucoup de responsables, y compris politiques, ont parfois le sentiment qu'on dispose encore d'une réserve de masse et se disent, le jour où on a un coup dur, on fera appel à l'armée, les camions vont débarquer. Donc je pense que la résilience de la nation, en tout cas c'est une des premières conclusions, repose déjà sur un exercice de sincérisation pour que les armées soient réellement en mesure de nous dire ce qu'elles sont en mesure de faire ou de ne pas faire. C'était d'ailleurs le retour du directeur du SSA qui a été très clair là-dessus, en nous disant, écoutez, moi je suis 1% de la ressource médicale en France, donc ne comptez pas sur moi de manière illimitée pour intervenir dans les cas les plus durs. Et voilà, quand même vous faire part de ma satisfaction suite à l'impulsion qui est donnée à l'actualisation de la revue stratégique. Alors j'en viens aux questions, sauf si vous voulez intervenir à chaud. En tout cas, l'objectif de la mission, c'est bien de travailler aux cas les plus durs qui pourraient concerner la nation, pas forcément à la haute intensité telle qu'envisagée par les armées, c'est-à-dire le combat face à un adversaire symétrique, mais face à des effets de toute nature, y compris des grands risques qui pourraient être de nature systémique et dans la durée, et des risques dans lesquels les moyens de l'État pourraient être insuffisants, d'où le fait de recourir potentiellement, y compris à d'autres acteurs de la nation, des entreprises, des collectivités territoriales, voire même jusqu'aux citoyens. Et c'est dans ce cadre-là que les réserves ont aussi un intérêt avec leur statut hybride pour faire finalement le trait d'union, être en mesure d'apporter cette masse et intervenir, j'allais dire, dans la profondeur et dans la durée. Alors, au-delà de votre potentielle réaction à ce que j'ai dit, j'aurais 3 petites questions pour la partie état des lieux. La première, c'est est-ce qu'il existe, hors armée de terre, des unités de réserve en mesure d'intervenir de manière, j'allais dire, collective et autonome? Dans l'armée de terre, on a les unités, les 5e compagnies, les unités intégrées de réserve qui sont en mesure d'intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres armées que je connais moins bien qui ont également des unités de réserve en mesure d'intervenir, ou est-ce que ce sont uniquement des compléments individuels, puisqu'on parle notamment de territorialisation, ce qui veut dire avoir des unités en mesure d'intervenir de manière indépendante? Deuxièmement, est-ce que vous pourriez préciser les chiffres concernant la réserve opérationnelle de niveau 2, la RO2? Quel est son niveau théorique? De combien de personnel dispose-t-on? Est-ce que vous avez une idée de leur taux de disponibilité? J'ai cru savoir que lors d'exercices de rappel, ces taux de rappel étaient assez bas, et on comprend, un militaire qui a quitté son activité, au bout de 4 ans, on lui dit reviens faire un exercice au régiment. Il a parfois totalement déconnecté, on va dire, son activité militaire, mais là encore, je crois d'ailleurs, en vous posant la question, j'ai en tête 77 000 militaires de RO2, mais voilà, vous allez me confirmer le chiffre. Et enfin, a-t-on les moyens de les soutenir pour savoir si, au-delà de ce qu'on a sur le papier, cette réserve, on peut réellement compter dessus? Et puis enfin, au-delà de dernière question, les réservistes sont aussi extrêmement utiles pour apporter des compétences pointues, parfois, puisque au travers de leur métier civil, ils acquièrent des compétences qui peuvent être utiles aux armées, d'ailleurs, quel que soit le scénario stratégique. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'un outil en mesure de référencer ces compétences pour les mobiliser de manière ciblée? Je crois qu'il y a notamment le système d'information réserviste opérationnel connecté qui permet de le faire en partie. Mais est-ce que cet outil est bien renseigné de telle sorte que si un jour on a besoin de compétences pointues, on est en mesure de tout de suite donner aux décideurs la liste des personnes en mesure de répondre à ces compétences? Merci pour vos questions. Il ne faut pas oublier, vous m'avez proposé d'intervenir sur vos propos avant vos questions. Bien évidemment, j'aurais voulu développer plus, mais il y a juste un essentiel à ne pas oublier, c'est la RGPP et la diminution du format, notamment des armées, qui font qu'aujourd'hui, la réserve est aussi indispensable. Mais
Aujourd'hui, vous avez vu, les moyennes, c'est 32 jours en moyenne. On pourrait aller beaucoup plus qu'à 32 jours. Et c'est pour ça que moi, j'attends le développement des scénarios, de la vision du SEMA, parce qu'on n'est pas en train de vouloir travailler que pour les armées, mais il faut aller sur le plus dimensionnant. Parce que le modèle aujourd'hui de la garde nationale, c'est quand même un modèle fondé sur le volontariat. Donc, il n'y a pas de solution. Il y a deux axes de solution avec toute une variante entre. Soit on continue pour avoir un raisonnant en taux de jours par réserviste. Ne parlons pas du fait d'augmenter la masse, qui là nécessite plus de budget, mais bon, pour augmenter les jours aussi, il en faudra, mais ne parlons pas de plus de réservistes, parlons simplement de nos réservistes. Aujourd'hui, nos réservistes, on pourrait très bien les employer beaucoup plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est dans le format actuel de la garde nationale, ça ne pourrait pas se faire, sauf à ou avoir des mesures incitatives beaucoup plus importantes pour les employeurs, bien évidemment, ou alors tomber dans un modèle obligeant beaucoup plus fort. Et entre les deux, il y a une combinaison linéaire de tout ça qui peut se faire. Mais pour aller et commencer à porter ces sujets-là, il faut quand même avoir quelques données d'entrée en termes de besoins opérationnels pour pouvoir en fait faire des itérations. Alors quand je dis ça, le modèle plus dimensionnant, c'est pas nécessairement une loi pure et dure, c'est peut-être simplement une évolution de la garde nationale, d'abord dans les consciences, vers un modèle où en fait on emploierait le réserviste de manière plus longue, mais on lui assurait aussi en retour, et on assurait à son employeur, bien évidemment, quand le réserviste est employé pour une durée, je ne sais pas, je vais dire un an, de pouvoir avoir, lui, la possibilité de ne pas souffrir de l'activité de son organisme parce qu'on lui a enlevé des ressources. Voilà ce que je voulais dire. Donc en fait, il y a différents dispositifs qui peuvent être pensés. Mais aujourd'hui, le modèle de la garde nationale, en injectant de l'argent, il faudra plus de disponibilité. Et je vous ai expliqué toutes les graduations de rappel qu'il peut y avoir. Et effectivement, quand on parle de mobilisation générale, on est vraiment sur un format très fort. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur les unités autonomes. En fait, c'est ça dont vous parlez, les unités autonomes. Alors, dans l'armée de l'air, il y a quelques unités autonomes aériennes. Voilà. Et puis, dans la gendarmerie nationale, il y a des détachements autonomes territoriaux. Alors, voilà. Je pourrais vous en dire plus. Mais oui, ça existe. Dans le projet de modèle de la police nationale, c'est intéressant. En fait, la police nationale aujourd'hui donc va ouvrir à ses réservistes tous les emplois aujourd'hui que les policiers d'active font. En revanche, comme c'est nouveau pour eux, ils ne désirent pas créer d'unité autonome. C'est-à-dire que le réserviste sera toujours employé dans une unité d'active et encadré par un policier professionnel. Ça, c'est pour le début. Et ensuite, avec le rétexte qu'ils auront de la capacité à réagir sur le terrain, ils ouvriront peut-être. Mais il y a toujours un balancier entre totalement intégré et totalement autonome. Quand le chef d'état-major parle d'une réserve plus massive, plus autonome et mieux territorialisée, effectivement, là, on sent bien qu'à un moment donné, on va certainement aller vers ce type d'objet encore plus. Mais si on regarde l'histoire des réserves, moi, j'aime pas trop parler de l'histoire des réserves en tant que garde nationale, parce qu'après, on peut mélanger beaucoup de dispositifs qui n'existent plus, mais il y a toujours eu un effet de balancier. Il y a toujours eu un effet de balancier. Alors, sur l'aéro 2, bien, j'ai les chiffres en grand. Alors, sur l'aéro 2, en 2020, en totalité, on est à 93 000. 63 000 pour les armées, 30 000 pour la gendarmerie, 64 000 pour les armées, 30 000 pour la gendarmerie et 9 000 pour la police nationale.
Voilà, avec un taux de rappel, enfin avec des exercices de rappel qui sont pas satisfaisants puisqu'on n'arrive pas, c'est ce que je vous disais, on n'arrive pas nécessairement à déjà contacter tous les réservistes opérationnels de niveau 2. Parce qu'ils ont changé d'adresse et qu'ils ne donnent plus signe de vie pour certains. Et c'est pour ça que, alors, au titre de la garde nationale, moi je ne m'occupe pas de la RO2, mais on a quand même quelques chiffres. Et c'est pour ça que cette période de 2 ans après la sortie est une période importante, parce qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de complications qui se mettent en place, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas employer un réserviste dans les forces armées ou les forces de sécurité qui ne soit pas apte. Tout simplement pour sa protection à lui s'il lui arrive un problème. Et donc, il faut repasser la visite médicale. Et cette visite médicale, quand ils s'en vont, elle est valable 2 ans. Donc, les armées travaillent, et les armées, la gendarmerie travaillent pour améliorer ce dispositif de RO2. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le sujet, à moins qu'on ait d'autres chiffres à donner. Non. Et concernant la 3e question, que j'ai pas notée, c'est pour ça. Oui. Alors, bon. Du côté gendarmerie nationale, ils ont un SIRH, on va dire ça comme ça, qui est très performant, qui s'appelle Minotaur. Vous devez déjà en avoir entendu parler et qui fait beaucoup de choses. Et la gendarmerie nationale a aussi décidé de piloter ces expertises particulières, notamment, je pense à la cyber, au niveau régional, pour aller au plus proche des entreprises et en fait de la ressource. Concernant les armées, c'est l'application ROC qui permettra de faire ça et qui aura des modules de compétences. Mais moi, ce que je voulais dire, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit et effectivement, ça m'a fait penser, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la résilience, à partir du moment où on a anticipé ces actions ou ces modes d'action, et ces ressources, il faudra effectivement, il y a peut-être un écueil là qu'il faut voir au fur et à mesure que les scénarios se découleront. C'est ce que j'appelle moi les ressources humaines à haute valeur ajoutée. Ces ressources humaines à haute valeur ajoutée, pour moi, ce sont des ressources humaines qui, dans n'importe quel domaine, au moment où on serait en conflit, dans n'importe quelle nature de crise, en fait, tout le monde les voudrait. Et ça ne doit pas aboutir à la guerre des talents. Et c'est pour ça que anticiper, capter la ressource le plus rapidement possible, organiser aussi une connaissance mutuelle en dehors de l'engagement, c'est quelque chose de tout à fait nécessaire. C'est ce qui est fait notamment dans le monde cyber. Mais il y a, je pense, d'autres domaines de spécialité où ça pourrait être une contrainte. Alors, on peut parler peut-être du monde aéronautique, hein, si on a beaucoup de réservistes qui viennent du monde aéronautique civil, dont on en aurait besoin, et qui, à côté de ça, devraient continuer leur travail dans le monde civil, ça pourrait poser des problèmes. Il y a beaucoup de spécialités en fonction de la nature de la crise, de manière potentielle, hein, qui peuvent faire l'objet en fait, d'une guerre des talents. La guerre des talents, c'est vraiment une notion qui, de toute façon, est identifiée à peu près dans tous les domaines aujourd'hui. Et donc ça, là, moi, je n'ai pas le levier de l'emploi, mais les employeurs institutionnels, ils travaillent. Merci, Général, pour ces réponses. Alors, peut-être avant d'aborder un sujet, je me permets de rebondir pour faire part d'une opinion. Et voilà. Vous indiquez qu'il y avait 2 axes de solution, soit plus de jours par réserviste ou plus de réservistes. Pour ma part, je pense qu'effectivement, la solution est un peu entre les deux, mais je pense qu'il est extrêmement important d'avoir une masse de réservistes disponibles, dans le sens où, personnellement, ma conception de la réserve n'est pas qu'un réserviste doit être en mesure de piloter un char ou piloter un avion. C'est quelqu'un en mesure de faire face à des missions, on va dire des missions communes. Dans l'armée de terre, on dit les MICAT, les missions communes de l'armée de terre, mais le faire longtemps et le faire avec beaucoup de personnes. Et donc, je préfère avoir 200 000 réservistes qui font 30 jours que 100 000 qui font 60 jours, parce que peut-être qu'un jour,
j'aurais besoin de 200 000 d'un coup. Et peut-être que vous pourrez réagir là-dessus. Et je me permets juste, au-delà de votre réaction là-dessus, de poser une question sur la RO2. Alors, on l'a bien compris, les réserves sont intégrées armée par armée, donc vous n'êtes pas responsable directement de cette RO2, mais tout à l'heure, je parlais d'un exercice de sincérisation. Je pense qu'il serait à minima nécessaire que vous puissiez consolider les disponibilités exactes armée par armée de cette RO2, et donc je me permets de vous reposer la question de savoir si vous avez le chiffre. Moi, je l'évalue comme ça de tête à peut-être 20%, 25%, ce qui veut dire que on est bien loin des 90 000 personnes disponibles. Et donc, je pense qu'il y aurait une étude à faire pour savoir quels seraient finalement les moyens nécessaires pour avoir une véritable RO2. On pourrait facilement évaluer, OK, pour avoir une véritable RO2, c'est-à-dire que on estime qu'il faut faire, par exemple, 3 jours par an de chaque personne en RO2, parce qu'il faut un minimum, effectivement, qu'il fasse sa visite médicale, il faut qu'il fasse son aptitude au tir, qu'il connaisse un peu les gens qui sont avec lui dans sa compagnie, qu'il ait un vêtement qui soit à jour, et des fois on peut grossir ou rétrécir, enfin voilà, il y a tout ce travail minimal. Et donc je trouve qu'il serait intéressant de faire ce calcul en disant, écoutez, la RO2, effectivement aujourd'hui on assume qu'elle est ainsi. Si on veut une RO2 qui soit plus opérationnelle, voici ce qu'il faut faire en termes de budget pour y obtenir. Et puis dernier petit point de détail concernant la RO2, dans le statut militaire, me semble-t-il, il y a une obligation de disponibilité pendant 5 ans. Est-ce que cette obligation existe également pour la RO2 de la police nationale ? Alors, oui, vous avez raison, bien sûr. Et c'est ce que essaient de faire d'ailleurs les armées et la gendarmerie et la police nationale, hein, c'est de travailler sur ce problème de rappel de la totalité de la RO2. Quand je vous dis que en fait, c'est 2 ans, ça c'est du retour direct de nos discussions entre nous, hein, c'est-à-dire avec les responsables des réserves de chacune des composantes. On se réunit régulièrement. Et 2 ans sur 5, ça fait 2/5. Donc 2/5, c'est 40%. Je n'ai pas d'autres chiffres. Je rebondis sur ce que vous me dites avec les chiffres que j'ai et les informations que l'on partage. Voilà. Concernant l'équivalent, en fait, hein, de cette obligation de disponibilité dans la réserve de la police, c'est la même chose. Oui, 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 oui. Et donc, dans le projet, là, qui, on espère, va aboutir et qui la police, c'est énorme, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, hein, c'est que la garde nationale, beaucoup de gens se posent des questions, mais quand on se réunit tous, on partage énormément sur nos pratiques. Alors, quand on se réunit tous, ils partagent énormément sur leurs pratiques. Et la police nationale se fonde sur vraiment un modèle, et le modèle des armées et le modèle de la gendarmerie nationale pour pouvoir évoluer. Alors, avec cette volonté de lien armée-nation, avec ce besoin très fort et très affirmé de rôle de vecteur, et du fait que la police nationale étant un service public, elle veut absolument que le citoyen puisse participer au service public. Voilà. Je ferme la parenthèse. Concernant ce que vous disiez, moins en termes de masse et plus en densité d'emploi, ou l'inverse. Aujourd'hui, c'est tôt, puisque moi, j'attends les travaux des scénarios qui sont en train d'être développés au niveau de l'état-major des armées. Mais il y a une variable sous-jacente qu'il ne faudra pas oublier, c'est la formation. Et donc, la formation est très importante, d'autant plus si on va sur des emplois de réservistes avec un emploi de plus en plus performant et sophistiqué. Il faudra aussi faire attention à cette formation, et ça prend moins de temps de former quelqu'un pour qu'il soit engagé plus longtemps.
que de former X personnes qui sont engagées moins longtemps. Et c'est un trésor, la formation dans les armées. C'est vraiment un trésor et c'est quelque chose qui est énormément préservé. Et l'efficacité opérationnelle des réservistes, quelle que soit leur masse, quel que soit leur emploi, dépendra de cette formation. Donc, je ne dis pas que c'est ou l'un ou l'autre, je dis qu'il y a un ensemble de facteurs immédiats et de facteurs sous-jacents qu'il faudra prendre en compte. Et la formation fait partie d'une variable très importante. On en parlait ce matin. Ce matin, on était en conseil consultatif de la Garde nationale et on en parlait. Et autant pour la police nationale qui est en train de monter son modèle et puis de monter en termes de nombre, la formation est absolument importante. Elle ne doit pas être négligée. C'est le début de l'efficacité opérationnelle, c'est le début du succès et elle est chronophage. Alors après, en fonction de une crise immense n'arriverait pas en 2 jours, on la verrait monter. Je veux dire, au fur et à mesure, ensuite, il faut faire confiance à la mise en œuvre des outils pour monter en puissance. On peut très bien envisager aussi qu'on ait une vague de réservistes qui forment sur une formation initiale et qu'ensuite la sophistication se fasse par ailleurs. Et donc, effectivement, on pourra augmenter le nombre. Mais la formation est vraiment quelque chose de très important. Je vous dis ça parce que ça rebondit sur nos propos ce matin. Alors oui, effectivement, juste pour rebondir, et puis une dernière question, je pense qu'en fait, tout dépend le contrat opérationnel qu'on demande. Est-ce que finalement, c'est d'avoir peu de réservistes, mais qui sont très bien formés, voilà, ou est-ce qu'au contraire, c'est d'avoir des exigences, on va dire, opérationnelles moins importantes, mais pour avoir de la masse. Et par contre, un petit point peut-être de nuance. Pour ma part, je pense que quand la crise arrive, soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Et notre adversaire stratégique ou la menace type incident cyber, problème énergétique majeur, crise sociale, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ne nous laissera pas le temps de nous retourner, à la fois en termes d'équipement. Aujourd'hui, pour construire certains missiles, il faut 18 mois. Donc c'est soit on les a, soit on les a pas. Et à la fois en termes de formation, on voit bien à quel point quand une situation de crise majeure arrive, il peut y avoir un phénomène de sidération importante qui arrive, qui fait qu'on doit aussi se préoccuper des capacités immédiatement disponibles. Mais je pense que vous en êtes consciente également. Alors, un dernier point, pour ma part, qui m'intéresse. On a vu finalement tout l'apport des réserves et les améliorations qui sont en cours, même si le chemin reste encore long. J'aimerais évoquer, pour terminer, le cadre juridique qui permet l'engagement de ces réserves. Alors, point nouveau que vous avez évoqué, vous avez envisagé, vous avez indiqué plutôt qu'il y avait 3 phases de mobilisation, la clause de réactivité, le volontariat renforcé et l'obligation de disponibilité. Est-ce que finalement, est-ce que vous pourriez nous préciser les choses en nous précisant si toutefois un événement majeur intervenait demain et nécessitait la mobilisation massive de réservistes, quel cadre, j'allais dire, institutionnel, juridique, réglementaire, permettrait la mobilisation de ces réservistes? Une question toute bête, le budget réserve est défini dans le projet de loi de finances. Si on mobilisait massivement les réservistes, on aurait des difficultés, j'allais dire, avec ce projet de loi de finances. Donc comment ça se passerait concrètement si le budget était dépassé? Et finalement, quelles sont les conditions de mobilisation des réservistes? J'avais noté il y a quelques années que c'était l'article L2171-1 qui prévoit la mobilisation de la réserve de sécurité nationale. Donc voilà, comment vous envisagez juridiquement une telle mobilisation si toutefois la situation le nécessitait? Juste à situation exceptionnelle, un budget exceptionnel. Donc je pense que il ne faut pas évacuer, bien sûr, c'est pas devant vous les députés que je vais le dire, mais je dis ça parce que dans ma carrière, il y a quand même eu des engagements, alors pas de réservistes, mais des engagements de force au Kosovo, où à un moment donné, quand il faut aller acheter des bombes, on achète des bombes et donc on le fait. Donc je pense que ça, c'est une globalité. Ça se fera dans une stratégie globale en fonction de l'effet final recherché et que les efforts seront des efforts
ce qu'on appelle les efforts de guerre, hein, mais on est dans le cadre de la mobilisation générale. Donc, moi, la première chose que je me poserai comme question, c'est pas nécessairement le budget et comment on va payer nos réservistes. C'est d'abord savoir comment on va mettre en œuvre tout ça. Et donc, il faut des capacités. Il faut des capacités. On est d'accord, il faut des capacités. Si vous permettez, Général, juste de préciser un point. Le point qui m'inquiète, en fait, c'est qu'on voit que dans des situations extrêmes, le Parlement peut ne plus être en mesure de siéger. D'ailleurs, pendant la crise sanitaire, on s'est réorganisé pour le faire, mais à un moment donné, quand on devait respecter des jauges notamment. Et donc, le cas, à mon sens, qu'il conviendrait de vérifier, c'est est-ce que nous sommes en mesure d'employer massivement les réservistes sans que le Parlement ait eu l'occasion de faire un projet de loi de finances rectificative qui autorise l'engagement des sommes. Je suppose que dans la Constitution, mais on aura une audition spécifique à ce sujet-là, il y a des dispositions qui les permettent, je crois notamment l'article 16, mais je pense que ça serait quand même il serait intéressant de se mettre dans ce cas de figure, j'allais dire, réaliste, pour voir si juridiquement tout est bien cadré pour permettre un engagement maximal des réservistes. Bon, en fait, c'est toutes les questions qu'on a identifiées quand je suis arrivée au secrétariat général de la Garde nationale, et c'est l'axe stratégique. On en a 4, on en a défini 4 dans notre plan d'action. C'est l'axe stratégique, préparer la Garde nationale de demain. Cependant, pour l'instant, on n'est pas allé plus loin parce que c'est de manière itérative, parce que l'ouverture est tellement large et les hypothèses peuvent être tellement importantes que moi, j'ai besoin de la part des employeurs institutionnels d'avoir un peu plus de précision pour encadrer. Concernant les différents escaliers de recours, on va dire ça comme ça. Alors, il y a... alors, c'est compliqué et simple à la fois. Il y a, on va dire, la notion de volontariat. On va demander. Et puis après, il y a la notion de recours imposé. Et je ne vais parler que des formations armées. Je vais parler que du statut militaire pour pas embrouiller complètement le propos. Alors aujourd'hui, il y a une durée d'activité qui est opposable à l'employeur. Voilà, ça c'est un critère. Ensuite, il y a le préavis opposable à l'employeur. C'est un deuxième critère. Et il y a la clause de réactivité qui est le volontariat du réserviste ou pas d'en faire partie, et de l'employeur ou pas d'en faire partie. Alors, je ne vous liais pas de chiffres, mais vous allez les avoir, parce que c'est vraiment c'est simple et compliqué à la fois. Donc, en temps normal, on est sur des contrats d'engagement et sur des convocations. Je vous ai dit, un besoin opérationnel, un volontariat, ça fait une activité. Le préavis opposable à l'employeur, c'est 1 mois. Et là où l'employeur n'a rien à dire, c'est sur cette durée. Et cette durée, c'est c'est soit 5 jours, soit 8 jours. En fait, c'est 8 jours, et dans certains cas, 5 jours. Voilà. Là, l'employeur ne peut rien dire. Et puis, ensuite, la situation se dégrade un peu. Et on va mettre en œuvre la clause de réactivité, à laquelle a souscrite le réserviste ou pas, et l'employeur ou pas. Cette clause de réactivité, c'est fait par arrêté du MINARM ou du MINENT. On est toujours sur le cas de la volontariat. Et le préavis opposable à l'employeur n'est plus de mois, il est de 15 jours. Or, là hein, oui, c'est ceux qui ont signé la clause de réactivité dans la convention, évidemment. Et la durée d'activité opposable, c'est toujours la même. Et puis, on augmente encore. Et là, on va passer à une durée d'activité opposable à l'employeur de 10 jours. Donc, c'est 2 jours de plus. Et 15 jours ou 5 jours si l'employeur a signé la clause de réactivité. Et ça s'appelle l'extension des droits opposables à l'employeur. Et c'est toujours par arrêté du MINARM ou du MINENT. Et là, on est toujours dans la partie volontariat. Et ensuite, on va sur le recours imposé, où là, on parle de réserve de sécurité nationale. Donc, une crise majeure dans l'emploi,
met en péril la continuité d'action de l'État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la nation. C'est un décret du Premier ministre. Et là, le préavis opposable à l'employeur, c'est 1 jour franc. Et la durée d'activité opposable à l'employeur, c'est 30 jours renouvelables une fois. Et puis, on en arrive au dernier dispositif aujourd'hui. C'est la mise en garde ou la mobilisation générale, où là, il n'y a pas de préavis défini et il n'y a pas de durée définie. Oui. Alors, mon assistant militaire, si vous le permettez, peut-il prendre la parole? Parce que c'est notre juriste. S'agissant de la clause de réactivité, il y a peut-être un quiproquo. La clause de réactivité, c'est une clause qui est comprise dans le contrat ESR du réserviste, qui peut signer ou pas selon son choix, mais qui est soumis à l'accord de l'employeur. Donc, en général, le réserviste, il va faire une demande particulière, individuelle et spontanée à son employeur. En revanche, dans le cadre de nos conventions de soutien à la politique de la réserve opérationnelle qu'on passe avec les employeurs, il donne un accord général de dire, voilà, moi, tous mes salariés ou tous mes agents, je les autorise à souscrire à cette clause dans le cadre de leur ESR. Voilà, c'était ça. Ok, ben merci beaucoup à tous les deux pour les réponses. En tout cas, on voit que ça progresse, mais quand même, pour la résilience nationale, on ne peut pas encore tout à fait se satisfaire que dans un cas intermédiaire, sans invoquer la mobilisation générale, on dépend du bon vouloir des employeurs, et en plus on balkanise les unités de combat. C'est-à-dire que typiquement dans l'armée de terre, on sait bien que l'efficience de l'unité est dépendante du fait de travailler avec son chef. Et là, on serait dans une mobilisation où le commandant, il convoquerait tout le monde. Il y en a la moitié qui ne pourrait pas venir parce que l'employeur n'a pas signé la convention ou autre. Et donc, j'espère que dans les années qui arrivent, on pourra, par la loi, homogénéiser, j'allais dire, les conditions d'emploi, ce qui est une condition du bon usage des réserves. Oui, alors, si vous le permettez, c'est effectivement l'objet des travaux que l'on va tous mener ensemble. Ça, c'est la première chose. Je voulais juste dire, vous voyez, il faut en arriver à un recours imposé et à la réserve de sécurité nationale pour opposer à l'employeur 30 jours. Alors moi, ce que je voulais juste vous faire remarquer, mais vous ne le savez pas, mais je veux vous le porter à votre connaissance, c'est qu'on a des employeurs qui donnent 30 jours dans leur convention à leurs réservistes. Et ces employeurs-là sont souvent des TPME. Ouais, c'est ceux qui sont en fait le plus bénévolents. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Très bien, merci Général, Lieutenant, merci beaucoup.